Cette Hop, conférence va maintenant être enregistrée. on est parti. Et avant toute chose, je vais donc me présenter. Je m'appelle Kevin Chevalier, je suis donc interne en Île-de-France, plus précisément interne en médecine interne et immunologie clinique. Je suis conférencier chez Hermès depuis maintenant 4 ans et puis je vais remplir ma cinquième année, donc je pense faire partie des vieux conférenciers. Et j'anime les conférences de médecine interne, d'infectiologie, ainsi que les conférences de méthodologie. Le but de cette conférence, c'est de vous donner des éléments pour vous aider dans la préparation du concours de l'EDN/ECOS/parcours, donc ces nouvelles modalités de classement pour vous aider à mieux réussir. Et quand je dis mieux réussir, le but, c'est pas de faire de tous des majors, c'est de vous permettre d'accéder à la spécialité et à la ville que vous souhaitez. C'est ça le but d'une conférence. Ces conférences de méthodologie, elles sont relativement complexes à faire en DFASM1 parce que je suis devant des étudiants qui viennent de toute la France, qui vont donc avoir peut-être déjà travaillé sur les collèges en amont avec leur faculté, peut-être jamais vu ce que c'était un collège, peut-être déjà commencé des stages d'externat ou équivalent et peut-être fait aucun stage. Cette conférence de méthodologie, elle est donc relativement ouverte. L'idée, c'est de vous donner des grandes idées, des grands schémas, des grands patterns, des grandes lignes directrices pour vous aider. Mais elle n'a pas pour but, et aucune conférence ne pourra le faire, de vous dire précisément comment il faut travailler et ce qui vous mènera à votre réussite. Chaque étudiant a sa façon de travailler. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Ça, on le sait toujours. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer surtout. Mais après, si votre façon de travailler diffère de celle que j'ai exposée, mais qu'elle vous convient, ce n'est absolument pas un souci. Quoi qu'il en soit, la conférence va donc être relativement courte en termes de diapositives, en termes d'exposés que j'aurai à vous faire. Par contre, vous soyez libre et vraiment libre de poser toutes les questions que vous voulez dans le chat que j'ai sous les yeux. Il n'y a absolument aucune mauvaise question et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et comme on en discutera, vous avez peut-être vu qu'en bas à gauche, cette diapositive qui est déjà sur le site d'Hermès accessible, vous avez mon mail et vous pouvez m'envoyer des mails sans aucun problème pour des conseils méthodologiques. Pour cette conférence, il y a quelques points que je voudrais aborder qui vont être des points relativement classiques. Le premier, c'est de reparler un peu de ce concours de l'EDN que vous passerez en octobre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Reparler un petit peu des Écosses, de cette notion de parcours qui rentre en adéquation dans le classement final, parler un peu de la DFSM1 et de comment bien s'organiser, et puis à la fin, on vous expliquera ce qu'on peut vous offrir chez Hermès qui pourrait éventuellement vous aider. Est-ce qu'avant d'initier cette conférence, vous avez des questions ou des remarques ou des points qui vous sont chers et que vous voudriez qu'on aborde? Sentez-vous bien sûr libre de dire ce que vous voulez. Non? Tout est clair? Eh bien, commençons et n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Commençons par le cours de l'EDN. Alors, si on compare par rapport à l'ECN, que vous connaissez peut-être au moins parce que vos prédécesseurs l'ont passé récemment, l'EDN, lui, se base sur des nouvelles modalités. Aussi bien de nouvelles modalités de connaissance que de façon de les évaluer. Et la méthodologie pour évaluer les connaissances s'appelle la docimologie, pour un peu des termes. En effet, l'ancien programme de l'ECN a été réduit, subdivisé en plusieurs rangs de connaissances. Les connaissances dites de rang A, qui sont celles que tout médecin est censé maîtriser et qui correspondent à 70% des connaissances totales présentes dans les collèges. Les rangs B, qui sont les connaissances à maîtriser pour un interne qui commencerait son internat dans telle ou telle spécialité. Par exemple, la prise en charge d'une fracture du col du fémur sera un rang B pour un orthopédiste, alors que ce sera pas forcément valorisé pour un médecin hématologue. Ces rangs B correspondent à 30% des connaissances et
les questions qui sont taguées rang B à l'EDN vaudront plus de points pour les spécialités auxquelles elles se rapportent. Encore une fois, une question sur la fracture du col du fémur rapportera plus de points pour le classement d'un futur orthopédiste que pour le classement d'un hématologue. Et les rangs C sont des connaissances qui sont acquérir pendant l'internat et donc qui normalement ont été retirées des collèges de nos programmes. On verra que tout n'est pas tout à fait juste. En effet, ça c'est la théorie. En pratique, il y a des soucis de ranking. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances de rang A ou de rang B qui sont pourtant hyper spécialisées. Je vous ai pris un exemple ici que vous trouvez dans le collège d'hématologie. Ce paragraphe cherche à chercher les causes de carence en vitamine B12, qui est une vitamine essentielle pour la synthèse de l'hémoglobine. Enfin, des globules rouges plutôt. On se rend compte dans les causes qu'en rang A, en noir, on retrouve l'infection par le botryocéphale, qui est un parasite des poissons des lacs du nord de l'Europe. C'est rarissime. J'en ai jamais vu. Alors, j'ai pas une grande carrière, je n'ai jamais vu, mais il y a peu de gens qui en ont vu à mon sens. D'ailleurs, ils mettent que c'est exceptionnel, mais c'est du rang A. Un peu bizarre. Mais pareil, en rang B, il vous parle de la maladie d'Imerslund. La maladie d'Imerslund, c'est une maladie génétique, où c'est le récepteur vitamine B12 qui est malade. C'est là aussi plus qu'exceptionnel. On est sur la maladie rare, congénitale, de l'enfant qui vient de naître. Est-ce qu'un hématologue doit connaître au début de son internat la maladie d'Imerslund? Je ne suis pas convaincu. Donc le ranking n'est pas parfait et ma première remarque, c'est de pas trop vous y attacher. C'est-à-dire que certes, on vous a vendu la réforme comme étant basée sur le ranking, etc. Mais tout n'est pas parfait et il faut pas avoir ça vraiment dans un carcan. Il faut être un petit peu libre. Deuxième chose, il y a des connaissances qui sont passées en rang C, alors que c'est des connaissances qui paraissent relativement importantes. Ici, on vous parle du dépistage de la rétinopathie diabétique. Ça, c'est de la vie de tous les jours. Si vous êtes médecin généraliste, vous allez suivre des patients diabétiques de type 1 plus rarement, de type 2 très fréquemment. Et ces patients diabétiques doivent avoir un examen ophtalmologique annuel. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et pourtant, c'est en rang C. C'est étrange. Mais vous allez aussi trouver parfois des incohérences entre deux collèges. Vous avez ici à gauche le collège de rhumatologie qui classe en rang C les indications à un traitement contre l'ostéoporose chez les patients et les patientes. Et à droite, le collège de médecine interne qui le classe en rang A. Donc c'est un petit peu étonnant. Donc j'ai plusieurs conseils là-dessus. Mon premier conseil, c'est actuellement, si vous avez des livres qui sont pas à jour avec encore les rangs C dedans, lisez-les. Je ne dis pas de les apprendre, je dis de les lire. C'est-à-dire quand vous voyez le paragraphe en rang C, qui fait en général 3-4 lignes, ne l'occultez pas comme s'il n'existait pas. Lisez-le. Ça vous prend pas beaucoup de temps, et parfois ça vous aidera un petit peu. Si maintenant les rangs C sont sortis des bouquins, vous embêtez pas, hein. Ne les lisez pas. Mon deuxième conseil, c'est ne vous focalisez pas sur le rang A ou le rang B. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à faire des calculs en se disant, bon, je veux être orthopédiste. Donc en fait, la prise en charge du lupus, je m'en fous parce que j'en verrai pas. C'est vrai, vous n'en verrez pas. Mais si vous avez des questions sur le lupus à l'ECN, ils vaudront quand même des points. Moins que la question sur la du col du fémur, mais ils vaudront quand même des points. Or, on se rend bien compte à l'ECN actuellement que la différence entre deux étudiants en termes de classement, elle est extrêmement minime. Si vous regardez les classements et les notes de l'ECN, c'est une courbe de Gauss, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que 80% des étudiants sont vraiment dans une marge relativement étroite. Donc chaque question compte à l'ECN et il est extrêmement probable que chaque question comptera à l'EDN. Donc, mon premier conseil, c'est ne faites pas de calcul. Travaillez l'ensemble des connaissances de façon relativement égalitaire pour pouvoir répondre de façon efficace à un maximum de questions et donc faire le maximum de points et donc avoir le maximum de classements. Ces connaissances vont donc être évaluées et de façon différente qu'elles sont évaluées aujourd'hui.
En effet, j'ai repris les slides de la NEMF qui sont très bien. Les EDN, donc cette épreuve théorique, se dérouleront en 4 plages d'épreuves de 4 heures. Donc 4 fois 4 heures, comme actuellement le CN1. Non, actuellement c'est 5, pardon. Bon, 4 plages de 4 heures, peu importe. 3 plages d'épreuves de questions avec des DP, donc des dossiers progressifs, et des questions isolées, c'est-à-dire des questions qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Alors que le dossier progressif, si vous prenez en charge un patient ou une patiente avec une histoire clinique et vous répondez à plusieurs questions concernant ce patient et cette histoire clinique. Et donc, il y aura une plage d'épreuves de lecture critique d'articles, qu'on appelle la LCA, avec 2 articles, 13 à 17 questions par article, avec un article qui est orientation clinique et une autre physiopathologique. C'est un peu déjà ce qui est en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 plages de questions que je vous ai citées auparavant ont la même valeur en termes de points, et les 2 articles de LCA ont la même valeur les uns avec les autres, et la LCA compte, comme maintenant à l'ECN, pour 10% de la note totale. Ce qui est intéressant, c'est de voir les nouvelles façons dont on va poser les questions. Alors, on va retrouver les QCM et les questions-réponses uniques, QRU, comme on en a actuellement à l'ECN, c'est-à-dire on pose une question et vous avez 5 propositions à cocher. Soit il faut en cocher qu'une seule, et c'est clairement indiqué, et c'est une question à réponse unique, une QRU. Soit vous pouvez en cocher plusieurs, donc entre 1 et 5, et c'est un QCM. On retrouvera ensuite les menus déroulants avec 10 à 25 propositions. Grosso modo, ça c'est pour vous donner un petit peu une idée, c'est comme si vous étiez aux urgences ou dans votre service, qu'un patient arrivait et que l'infirmière vous disait « Qu'est-ce que tu veux comme biologie ?» Et vous devez cocher les éléments de la bio que vous voulez chercher. Et bien ça va être ça. Ça va être de la même teneur. Ça va être une liste, un peu comme si vous avez votre feuille de biologie. Il faudra cocher ce qui vous paraît pertinent à rechercher. Ensuite, on aura les zones à pointer. On va vous montrer un exemple après, hein, mais c'est typiquement une illustration, une photo d'un patient, une radiographie, un ECG. Il faudra cliquer ou appuyer avec votre doigt à l'endroit qui vous paraît pertinent. Je vous montre un exemple après. On a le retour des QROC, c'est des questions rédactionnelles ouvertes courtes. Pareil, je vous donne un petit peu un exemple. Les tests de concordance de script, dont je vous donnerai aussi un exemple. Et les Key Feature Problems, dont je vous donnerai aussi un exemple. Ces parties connaissances, en plus de vous classer, vont aussi être validants. C'est ce qui complexifie un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai parlé des rangs A et des rangs B, et ben, il faudra avoir minimum une note de 14 sur 20 au rang A pour pouvoir accéder aux écoles, dont je parlerai juste après. Si vous n'avez pas 14 sur 20 au rang A, vous allez à un rattrapage. Et si vous échouez au rattrapage, bah, vous redoublez votre année. Si au rattrapage, vous obtenez au moins 14 sur 20, vous pouvez accéder aux écoles. Attention, là je parle de validation. Pour le concours, pour les classements, ne comptera que la première session. C'est-à-dire qu'en première session, si vous avez 11 sur 20 au rang A, c'est cette note-là qui servira au classement, pas la note de rattrapage. Par ailleurs, pour les rangs B, de façon entre guillemets logique, le CNG qui s'occupe, le CNG, le collège d'enseignants, les conférences des doyens, ont regroupé les spécialités en groupes de spécialités. Par exemple, vous avez le groupe spécialité médicale transversale avec gériatrie, médecine interne, maladies infectieuses, allergo, dermato et rhumatologie. Et en fait, au sein de ces groupes de spécialités, vous allez retrouver une liste d'items. Et c'est ces items-là qui seront pondérés plus importants à l'EDN. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'item au hasard 125, qui est juste là. Si vous avez une question à l'ECN sur l'item 125, une question qui concerne une connaissance de rang B, eh ben, cette question sera pondérée de façon plus importante pour les spécialités du groupe spécialité canal transverse, mais aussi pour les spécialités endoc, diabète, nutrition, gynécologie médicale.
Néanmoins, comme je vous disais, cette pondération, elle est de rang B, elle est relativement faible. C'est-à-dire que le point vaille 1 point, il vaudra 1,2 points. Ce qui veut dire que si vous avez l'envie d'avoir une spécialité qui est compétitive, au hasard, par exemple l'ophtalmologie, eh ben, il faut être très bon partout parce que c'est pas ces rangs B qui suffiront à faire la différence, à mon sens. Est-ce que pour l'instant ça va? Est-ce que tout est clair ou pas du tout? Avant que je vous explique en détail les nouvelles modalités et les exemples. Tout va bien? Alors, je réponds aux questions. Amira, si tu redoubles, tout est remis à zéro. Donc, tu ne gardes pas ta première note. Et on me demande, j'ai pas trop compris ce que vous venez d'expliquer, désolé. Non, faut pas être désolé, faut pas hésiter à me le retirer. Dans les connaissances, vous aurez donc les items, et dans ces items, c'est un chapitre, hein, c'est un chapitre anémie. Dans ce chapitre, vous avez plusieurs connaissances à acquérir. Par exemple, diagnostiquer une anémie. Puis, diagnostiquer l'étiologie de l'anémie. Puis, savoir prendre en charge une anémie par carence martiale. Puis, savoir prendre en charge une anémie par carence en vitamine B9. C'est des exemples. Donc, dans un item, il y a plusieurs connaissances. Ces connaissances, elles sont rankées, c'est-à-dire qu'elles sont classées en rang A et en rang B. Le rang A, c'est simple. Les questions qui se basent sur cette connaissance de rang A sont toutes pondérées à 1 pour tout le monde. Ça, c'est facile. Les connaissances pondérées en rang B, qui sont les connaissances qu'un nouveau interne de DES doit savoir, elles peuvent être pondérées ou pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent valoir 1 point, et pour certains groupes de spécialités, valoir 1,2 points, valoir plus de points en fait. Ainsi, par exemple, si vous avez une question de rang B sur l'item 125, qui est ici, eh ben, elle vaudra 1,2 points pour les gériatres, pour les gynécologues, pour les psychiatres. Par contre, si vous avez une question sur l'item 11 de rang B, comme ici, eh ben, dans ces cas, ça vaudra 1,2 points pour les psychiatres, neurologues, MPR, 1,2 points pour les endocs et gynécologie médicale, mais un seul point pour les gériatres, les internistes, les infectiologues, etc. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Et pour répondre à Vic dans la foulée, tu l'as sur Légifrance. Alors, à quel moment la note de rang A est gardée plutôt que la deuxième? Imaginons, vous passez l'EDN. Vous passez l'EDN en 2024, du coup. Si vous avez aux connaissances de rang A une note à 14 sur 20 ou plus, dans ces cas-là, très bien, vous n'avez pas un rattrapage, et puis la note de votre concours EDN est gardée pour le classement. Ça, c'est facile. Maintenant, vous passez l'EDN, mais vous n'avez pas 14 sur 20 aux connaissances de rang A, vous avez moins. Par exemple, 12 sur 20. Dans ces cas-là, vous devez repasser un équivalent d'EDN au rattrapage. Si vous avez plus de 14 sur 20 au rattrapage, vous passez l'année supérieure, donc en DFASM3, en D4, et vous avez accès aux ECOS. Par contre, la note qui servira à vous classer sera la première note que vous avez eue, soit 12 sur 20. Troisième situation, vous passez l'EDN, vous n'avez pas 14 sur 20 au rang A, par exemple 12 sur 20, vous allez au rattrapage, et au rattrapage, vous n'avez toujours pas 14 sur 20. Dans ces cas-là, vous redoublez votre année, et tout est remis à zéro. Vous repasserez en 2025 l'EDN comme si vous ne l'aviez jamais passé. Et la note qui sera retenue pour le classement sera celle de votre deuxième DFASM2. Est-ce que c'est clair comme ça?
Je suis bien conscient que les modalités sont extrêmement complexes. On ne sait pas simplifier la vie. Est-ce que tout est clair pour tout le monde à ce moment-là du topo? Alors, c'est une très bonne question, Amy. C'est une excellente question. Normalement, alors, les connaissances en soi sont taguées rang A. C'est-à-dire que tu as une liste de connaissances qui sont taguées pour tout le monde pareil. Après, les collèges mettent ce qu'ils veulent dans le paragraphe, en fait, sur tout ça. Donc, ça va dépendre du PU qui rédige. Si le PU qualifie que sa question est rattachée à telle connaissance de rang A ou à telle connaissance de rang B. Par exemple, si je rédige une question sur l'anémie, vous prenez en charge Madame Michou, 82 ans, qui est fatiguée, dyspnéique et tachycarde. Vous faites un bilan biologique qui montre, hop, et là on met un bilan biologique, et je vois une hémoglobine à 8 grammes par décilitre. Question numéro 1, que voyez-vous à la biologie? C'est un QCM, je coche anémie. Très bien. Je rattache ce QCM à la connaissance de rang A, diagnostiquer une anémie. Maintenant, je prends la même Madame Michou avec le même tableau clinique. Elle a toujours 8 grammes d'hémoglobine, mais en plus, j'ai un bilan martial, un bilan du fer, qui me montre qu'elle a une carence en fer. Et la question 1 va plus être que retrouvez-vous à la biologie, mais que faites-vous chez cette patiente? Et là, il faudra cocher coloscopie, fibroscopie pour chercher un saignement digestif. Et du coup, je rattacherai ma question à la connaissance prise en charge étiologique d'une carence en fer, qui est du rang B. Donc, ça va dépendre de comment est tournée la question et de ce que veut évaluer le PU qui fera le dossier. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis bien conscient que c'est très complexe comme modèle. C'est ça que je prends le temps de bien les expliquer. Et surtout, si c'est pas clair, faut me le dire. Je suis là pour essayer de rendre ça le plus clair possible. Non? Eh ben, on va regarder un petit peu ces nouvelles modalités. Alors, donc les QCM, je ne viens pas dessus, vous connaissez très bien normalement. Les questions à réponse unique, pareil, c'est un QCM, mais juste une réponse juste. Les QROC, c'est simple, c'est vous écrivez dans la case correspondant la réponse. Alors, par exemple, à quel diagnostic pensez-vous en première intention devant une fièvre en retour d'Afrique subsaharienne? La réponse qu'il faudra écrire, c'est paludisme. Le problème de ces QROC, et ça c'était retiré jadis des ECN, c'est qu'en fait, si vous écrivez paludisme avec un P minuscule, ou vous écrivez infection par le plasmodium, par exemple, qui est juste, ça va pas forcément être automatiquement compté. Alors, je ne sais pas comment ils comptent, du coup, pallier à ça, mais voilà concernant la QROC. Ça va être, à quel diagnostic pensez-vous devant un patient de 15 ans qui présente une asthénie, un amaigrissement à appétit conservé, qui fait pipi tout le temps et qui boit de l'eau tout le temps? Vous allez penser et rechercher un diabète. Ça va être quel examen radiologique faites-vous devant un patient qui a une fièvre, une dyspnée et une toux? Ça sera une graphie thoracique pour chercher une pneumonie infectieuse, etc. C'est ça, le QROC, c'est 1 à 5 mots d'une réponse rapide sur une question orientée. Zone à pointer, c'est une image ou un texte et on vous demande de appuyer sur l'endroit qu'on vous indique. Par exemple ici, pointer l'anomalie radiologique. Hop, on va aller cliquer ici sur le foyer alvéolaire pulmonaire. Donc si vous cliquez dans toute la zone bleue, alors elle est mal délimitée parce que c'est moi qui l'ai faite un peu à l'arrache, mais il faudrait qu'elle soit délimitée comme ça. Mais si vous cliquez dans la zone bleue, vous avez le point. Si vous cliquez ailleurs, vous n'avez pas le point. Il y a des facs qui ont déjà mis ça en place. Donc, par exemple, ça peut être, vous avez un thorax d'un patient et on vous dit à quel endroit posez votre stéthoscope pour aller écouter un souffle mitral. Donc, il faudra bien cliquer au niveau du 5e espace intercostal gauche sur la ligne médioclaviculaire. D'accord? Ça peut être des choses comme ça. Ensuite, nous avons les Key Feature Problems pour les KFP, dont le but est d'interroger sur les étapes clés de résolution d'un problème. Je vous ai mis un exemple.
Un patient de 23 ans vient consulter pour une augmentation douloureuse de sa bourse gauche depuis un mois à la suite d'un choc direct lors d'un match de football. Il est inquiet car a déjà été opéré de son testicule quand il était enfant. À l'examen, le scrotum est rouge, sensible, il existe un train fébrile à 37,8. Et on vous demande, dans les éléments supplémentaires de votre bilan ci-dessous, quels sont ceux qui orientent vers le site de cancer du testicule, et ils font citer les 3 principaux. Donc là, vous avez une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments. Et dans ces 10 éléments, il faut trouver les 3 qui vous paraissent les plus pertinents à rechercher et qui vous orienteront vers le testicule. Donc, c'est des questions qui sont relativement ciblées. La question 2 pourrait être, du coup, quels sont les 4 examens complémentaires indispensables à prescrire à l'issue de votre examen clinique en dehors de l'échographie scrotale? Donc là, pareil, vous avez une liste de plusieurs items. Il faut sélectionner les 4 qui vous paraissent les plus pertinents. Donc, on a 2 modalités d'examen différents. On a une liste déroulante avec un nombre de choses limitées, ce qu'on voyait tout à l'heure. Et puis, on peut enchaîner avec un QROC. On vous donne du coup des marqueurs et on vous demande, selon ces marqueurs, quel type histologique de cancer est le plus probable. Et puis, on reprend sur un QCM à liste déroulante en listant les 3 éléments obligatoires d'une prise en charge immédiate de cette tumeur du testicule. Ces KFP, ils sont donc faits comme ça. Des QCM avec des short menus, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire 10 à 15 propositions qui sont tous plausibles ou au moins vraisemblables. C'est par exemple ce qu'on va chercher de façon habituelle à l'examen clinique. Je sais pas moi, par exemple, vous avez une femme jeune qui vient parce qu'elle a une douleur abdominale. Si je vous demande les 3 éléments les plus importants à rechercher à l'examen clinique et interrogatoire, bah, tout le monde recherche les bruits hydroaériques, par exemple, mais c'est très peu pertinent cliniquement. Alors que date de dernière règle, antécédent d'appendicite, location de la douleur, par exemple, me paraissent beaucoup plus pertinents. D'accord? C'est un exemple qui sort de mon chapeau, on est d'accord. Ces questions à réponse doivent être hiérarchisées, c'est-à-dire qu'on vous dit combien on doit chercher de réponses, et c'est toujours un objectif, une seule question par QCM. L'idée, c'est vraiment une question, une réponse, une question, une réponse. Donc, ça va être par exemple examen indispensable pour l'indication thérapeutique, examen nécessaire pour évaluer l'opérabilité. Il n'y aura pas de point négatif et pas de demi-point, apparemment. Et dans ces KFP qui sont courts, hein, c'est 4-5 questions, c'est un type de dossier progressif en fait, il y aura au moins un QROC. Donc, il faudra que l'étudiant génère la réponse plutôt que de la deviner. Et c'est souvent un QROC qui va être centré sur l'élément à ne pas manquer. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ces KFP? En fait, ces KFP, ça existait déjà à l'ECN. C'était un peu caché, mais par exemple, vous aviez question à l'ECN 2022, avec les éléments de l'auscultation pulmonaire dont vous disposez, quelles sont les 2 hypothèses des cycles les plus vraisemblables? Alors, c'était pas une liste de 10 à 15, hein, c'est une liste de 5, mais on avait déjà cette notion où on allait se faire demander à l'étudiant de cibler quels sont les 2 diagnostics, les 3 examens indispensables, etc. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Ensuite, vous avez les tests de concordance de script. Alors ça, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais je vais essayer de faire au mieux. Si vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me le dire. Ces TCS, ils permettent en fait d'évaluer l'aptitude des étudiants à interpréter des informations médicales dans un contexte d'incertitude. En fait, ça correspond à ce que vous avez déjà vu en statistique probablement, qu'on appelle les rapports de vraisemblance. C'est-à-dire, je pense à une situation clinique. Si je recule un élément, est-ce que cet élément va aller appuyer mon hypothèse clinique, va aller plutôt l'écarter ou ne va pas modifier mon hypothèse clinique? Je vais vous prendre un exemple. Ces TCS, ça va être des vignettes cliniques courtes avec des questions indépendantes. Et elles sont toutes construites pareilles.
une hypothèse. Si vous pensiez à une information supplémentaire et que vous constatez ou vous trouvez quelque chose, alors quel est l'impact de cette information sur votre hypothèse? Cet impact, il est mesuré de -2, c'est-à-dire écarte complètement l'hypothèse, à +2. +2 étant va alimenter très fort l'hypothèse. Et 0, ça ne change rien. Par exemple, un TCS qui n'a rien à voir avec la médecine. Vous vous apprêtez à partir en voiture le matin du 11 février 2013. Nous sommes donc en hiver, il neige. Votre voiture est garée dans la rue, elle ne démarre pas. Information, vignette clinique courte, vous avez une voiture qui ne démarre pas, on est l'hiver, il fait froid, allez dehors la voiture. Donc, la voiture a pris froid. Si vous pensiez que votre réservoir est vide, donc vous n'aviez plus d'essence, ce qui est une cause qui fait que la voiture ne démarre pas, et que la veille, vous aviez roulé avec le témoin du réservoir allumé, est-ce que le fait de vous dire que la veille, votre réservoir d'essence était allumé va plutôt confirmer ou infirmer l'hypothèse que votre réservoir est vide? Alors logiquement, si on a roulé avec le témoin allumé la veille, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'essence, voire qu'on n'a plus d'essence. Donc l'hypothèse votre réservoir est vide devient très importante, très pertinente. Donc là, on mettra que l'information sur l'hypothèse ajoute +2. Elle est très en faveur de cette hypothèse. Que votre batterie est morte, mais vous avez acheté votre voiture neuve il y a 4 ans. Si elle est neuve il y a 4 ans, la batterie, il n'y a pas de raison qu'en 4 ans, elle soit déchargée. On va dire ça va plutôt être -2. C'est plutôt en défaveur. Que l'alternateur ne fonctionne pas et que rien ne s'allume au démarrage. Ah bah oui, c'est plutôt en faveur, donc +2. Si on prend cet exemple dans le cadre d'un exemple clinique et on reprend l'exemple du cancer du testicule. Le même patient qui consulte parce que sa bourse gauche a monté depuis un mois après un match de football et depuis 48 heures, elle est sensible. Si on pense à une tumeur du testicule et que dans l'enfance, le patient a été opéré pour une anomalie de descente du testicule, une cryptorchidie, eh ben, on sait, et vous allez le savoir parce que vous allez l'apprendre, que la cryptorchidie, c'est un des facteurs de risque les plus forts du cancer testicule. Donc oui, si le patient présente de cryptorchidie, alors l'hypothèse testicule devient plus forte qu'elle ne l'était, donc +2. Un hydrocèle, c'est-à-dire du liquide dans la bourse. L'hydrocèle, il vient en fait d'une hernie en général. Il y a une communication qui se fait entre le péritoine et la bourse, et du coup, il y a du liquide qui passe. Mais si, quand vous palpez dans cette hernie, il n'y a pas d'hernie, c'est que c'est peu probablement un hydrocèle. Donc, -2. Varicocèle, douleur scrotale chronique avec scission épidémique bien perçue à l'examen clinique, et ça n'apporte aucune info sur la présence des varicocèles qui sont une dilatation des veines testiculaires. Ça ne porte aucune info, ça n'a rien à voir. Donc, ça va être plutôt 0. Alors, j'ai reçu une question en MP qui est extrêmement intéressante à laquelle j'allais venir, donc c'est bien, merci, ça me fait une très bonne transition. Concernant le TCS de la voiture, le réservoir ne peut pas aussi être coté à +1. Sachant que le voyant est allumé, mais il pouvait très bien rester encore de l'essence. Ensuite, pour la batterie, on ne peut pas aussi mettre +1, vu que quelquefois la batterie peut être endommagée. Donc, c'est des très bonnes remarques. En fait, et c'est là où j'allais en venir, donc merci à la personne qui a posé la question, c'est que TCS, c'est pas noir ou blanc, la notation. C'est-à-dire que ces TCS, la question va être soumise à un panel d'experts. Donc, un panel de PU ou de MCU, on va dire, qui vont répondre à la question. Donc, par exemple, je reprends mon exemple précédemment, je soumets cette question à un panel de garagistes. Si, à la proposition 1, réservoir vide, vous avez roulé la veille avec le témoin d'un réservoir allumé. Si tous les garagistes disent oui, ça c'est vachement en faveur, +2, et bien si les 10 disent +2 et que vous cochez +2, vous aurez 1 point. Si vous cochez autre chose, vous aurez 0. Si maintenant, il y a 5 garagistes qui disent +2 et 5 garagistes qui disent -2, ou 5 garagistes qui disent +1 et 5 garagistes qui disent -1,
et ben la question est jugée non pertinente parce que non discriminante et du coup elle ne sera pas posée. Troisième situation, il y a 8 garagistes sur 10 qui disent plus 2 et 2 garagistes sur 10 qui disent plus 1. Si vous cochez plus 2, vous aurez un point. Si vous cochez plus 1, vous aurez 20% du point, puisque 20% du panel a coché pareil. Ce qui veut dire qu'en mettant plus 1, vous n'aurez pas 0, vous aurez des points. Des points à la hauteur du nombre de panélistes qui auront coché pareil. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. L'idée, c'est que ce soit quand même assez discriminant. C'est-à-dire s'il y a un étalement, s'il y a 2 PU qui mettent moins 2, 2 PU moins 1, 2 PU 0, 2 PU plus 1, 2 PU plus 2, la question est annulée. Pas significative du tout. Alors, c'est TCS qu'il faut en avoir peur un peu plus. Un peu plus que les KFP pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils existaient un tout petit peu à l'ECN, mais c'était quand même loin de ce que c'est un TCS. Et surtout, ils ne sont pas développés actuellement sur plateforme d'entraînement. Ce qui fait que pour les étudiants de la promotion au-dessus de vous, ils vont probablement pas être posés à l'EDN 2024. Donc, il y en aura probablement à l'EDN 2025 pour vous, mais probablement pas beaucoup. Et encore à voir si d'ici là, ils développent bien la feature des entraînements. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'actuellement, c'est difficile de s'entraîner sur ces modalités parce qu'elles n'existent pas sur UNES. On a les QCM, les QROC, mais on n'a pas le zone à pointer, on n'a pas les KFP, on n'a pas les TCS. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie d'osmologie? Alors, oui, la différence, en fait, tu as des signes en médecine qu'on appelle pathognomoniques, c'est-à-dire que s'ils sont présents, t'orientent de façon très spécifique vers telle maladie. Et tu as des signes d'orientation. Après, l'idée, c'est l'incertitude. Donc, par exemple, si je te mets, voilà, on va faire un test. Dans le chat, tout le monde va jouer. On va voir, on va essayer de montrer un peu ça. J'accueille aux urgences un patient de 25 ans pour fièvre et toux. À l'interrogatoire, je retrouve la présence d'une anosmie. Le patient ne sent plus rien. Mon hypothèse est la suivante. Mon hypothèse est que le patient a un Covid. Si je retrouve interrogatoire une anosmie, pour vous, est-ce que l'anosmie va orienter vers le Covid? Et si oui, combien? Moins 2, moins 1, plus 1, plus 2. Et là, vous voyez exactement ce que je voulais démontrer. Donc, merci, parce que si ce n'était pas le cas, c'était compliqué. Il y a 2-3 personnes qui ont dit plus 1, mais la plupart d'entre vous ont dit plus 2. Bah, ça va être ça, un TCS, en fait. Celui qui a mis plus 1, c'est pas une erreur, mais ça rapportera peut-être que 10% des points. Ceux qui ont mis plus 2, ça rapportera tous les points. Voilà. Je réponds aux questions parce que j'en ai vu passer. Alors, est-ce qu'au cours de Conférence, on se rentrait sur de nouvelles épistémologies? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Elles sont en cours de développement. Il y a le webmaster qui est contacté pour les développer. Et c'est moi qui me chargerai d'expliquer bien au webmaster comment ça fonctionne. Donc, ils sont en cours de développement. Mais ça prend un petit peu de temps parce que faut qu'on récupère les notations officielles, etc. Et le problème, c'est que c'est pas Hermès qui est en retard, c'est un petit peu tout ce qui est consigne du CNG, etc. Aux EDN, on aura mélangé des DP, QCM, KFP. Donc les DP, probablement. Alors les DP, c'est un format. Dans les DP, tu auras des DP avec des QCM et des QROC, des DP KFP, des DP TCS. Alors, Mathéo, peu importe, hein, le but, c'est pas de savoir, c'est pas Dominique ou pas. L'idée, c'est de te dire que dans le contexte actuel, un patient qui vient avec une fièvre et une toux et qui est anosmique, il faut penser au Covid en numéro 1. Donc, on fera un plus 2. Mais voilà, il n'y a pas, de réponse absolument juste, en fait. C'est ça le but de ces TCS. C'est d'évaluer l'incertitude. Donc, c'est très frustrant parce que c'est plus du 0 du 1 comme on a l'habitude. Et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu après,
il va être extrêmement important pour vous d'aller aiguiser votre sens clinique en stage. Beaucoup plus que pour l'étudiant actuellement qui lise un collège et c'est blanc ou noir. Là, on va devoir vous apprendre à réfléchir en gris. Et c'est très, très intéressant, mais très difficile. Juste pour info et pour finir sur les EDN là-dessus, je vous ai pris ce qui est tombé à l'ECN. Alors, je sais que l'ECN n'est pas EDN, mais les spécialités vont rester les mêmes. Et je vous ai attention sur deux points importants. C'est qu'il y a des spécialités qui tombent relativement fréquemment. Et j'ai pas fait exprès de mettre celle-là. Hein, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait à Metz qu'elles tombent à l'ECN. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Il y en a qui tombent tous les ans. Il y en a qui tombent quasiment tous les ans et d'autres de façon moins régulière. Ce qui est intéressant et la seule chose qui m'intéresse ici, c'est qu'en fait, je veux vous dire que tout peut tomber. Vous pouvez avoir un dossier progressif de médecine légale, c'est déjà tombé, ou de chirurgie maxillofaciale, ou de santé publique, qui sont pourtant des spécialités peut-être un peu plus petites en taille. Et pourtant, tous ces DP, toutes ces questions, ils valent le même point. Donc, il ne faut pas faire d'impasse à l'EDN en vous disant, oui, c'est bon, santé publique, il n'y aura jamais de dossier là-dessus. C'est faux. Et un dossier de santé publique, il vaut autant que le DP de cardiologie ou de neurologie. Donc, il faut bien tout travailler et pas faire d'impasse. Et ces dossiers progressifs qu'on n'attendait pas forcément tomber et qui tombent sont souvent les plus sélectifs. J'ai fini pour la question EDN. Et donc, les EDN, je vous ai pas dit, c'est 60% de la note du classement final. Est-ce que jusque-là, ça va pour les EDN? On va attaquer les échos, ça va un peu plus vite. OK. Next. Donc, les échos. Les échos, ils se dérouleront en fin de D4, en fin de DPSM3. Il n'y aura pas un rattrapage. C'est une seule session, enfin, c'est deux sessions plutôt, de 5 stations d'échos de 7 à 10 minutes chacune. Donc, grosso modo, vous passerez au total 10 stations d'échos. Les échos, c'est une situation à résoudre en 7 à 10 minutes. Ça peut être une situation clinique, une situation d'interrogatoire, une interprétation des examens paracliniques, une annonce d'un résultat biologique ou d'un cancer. Ça peut être expliqué dans l'ordonnance à un patient. Ça peut être énormément de choses. Ces échos, ils vont avoir aussi un côté validant. Si vous n'avez pas 10 sur 20 aux échos, vous redoublez. Alors, je réponds à la question de Mathéo. La LCA, c'est 10% des EDN. Donc, c'est 10% de 60%. Les échos, ils sont de façon obligatoire l'objet de 3 entraînements qui valideront en fait le certificat de compétences cliniques, ce qu'on appelle, c'est ce qui vous donne le droit de prescrire. Donc, vous aurez un échos en 4e année, en 5e et en 6e année, qui ne compte pas pour le matching. Donc, les facs font leurs échos, qui comptent pour votre certificat de compétences cliniques. Et vous avez en plus les 2 sessions d'échos nationales où tous les étudiants de France passent les mêmes échos au même moment partout en France. Un exemple d'échos que j'avais rédigé pour l'association de tutorat parisienne. Vous avez ici document pour candidat. C'est ce que vous trouvez, vous, quand vous rentrez dans la pièce d'échos. Vous avez quelques secondes, 30 secondes pour lire. Donc, vous êtes interne en chirurgie orthopédique. Vous êtes appelé pour donner un avis aux urgences générales adultes de votre hôpital pour Madame G, 86 ans. Consigne, vous devez récupérer les informations nécessaires à votre prise en charge auprès du médecin urgentiste qui vous a appelé et vous indiquerez à ce médecin les mesures à prendre à court terme. Ensuite, il faudra appeler votre senior pour lui transmettre de façon brève et concise la situation. Vous n'avez pas d'examen clinique à réaliser de la patiente et vous serez informé 2 minutes avant la fin du temps réglementaire que vous devez appeler votre senior. L'évaluateur a, lui, le document suivant. L'item, la session de départ, les domaines de compétences qu'il va devoir analyser, le matériel à fournir au candidat et les consignes. Pas d'acteur, vous êtes urgentiste, donc l'évaluateur va faire l'urgentiste et vous relevez les informations que vous demande le candidat sur la grille de notation.
Vous ne devez pas anticiper les questions du candidat. Donc, par exemple, si le candidat vous demande si la radiographie a été faite, vous devez dire oui et donner la radiographie, et pas dire oui et elle montre une fracture du col du fémur. C'est ça en fait. Donc scénario, on a reçu Madame G, 86 ans, chute de sa hauteur après avoir trébuché sur un tapis. Elle urgence depuis 1 heure, elle n'est pas restée au sol de façon prolongée, pas de traumatisme crânien ou de perte de connaissance. Elle était à jeun depuis 6 heures au moment de sa chute. Elle a comme antécédent une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie sous ramipride et atorvastatine. Madame G vit seule, appartement au 2e étage avec ascenseur, elle est veuve, ses enfants vivent de notre région, elle réalise elle-même son ménage et ses courses. Ses conjointes sont normales, elle a une douleur remplie de l'aine droit et une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur homolatéral, avec une attitude en rotation externe, adduction et une action de raccourcissement du membre. Il n'y a pas de signe de compression cutanée, vasculaire ou neurologique. Elle a eu 1 gramme de doliprane par l'IAO, mais la douleur persiste. On a fait la radiographie et on n'a pas prélevé de prise de sang. Donc vous êtes l'interne d'orthopédie et donc qu'est-ce que vous devez faire? Déjà vous présenter. C'est important, mais ça vaut des points. Demandez à parler au médecin qui s'occupe de Madame G. On demande les circonstances du traumatisme, l'heure du traumatisme, les antécédents de la patiente, notamment la recherche de traitement anticoagulant, le mode de vie, les traitements en cours, traitement anticoagulant, si la patiente est à jeun pour l'anesthésie, s'il y a des signes de complications de la fracture, cutanée, vasculaire ou neurologique, un bilan biologique de débrouillage préopératoire. Comme elle a encore mal, il faut dire de renforcer le traitement antalgique, dire qu'il faut l'hospitaliser pour être opéré. Qu'est-ce qu'il faut être au senior? Ce qu'on a déjà un petit peu dit, l'âge de la patiente, pas de traitement, qu'elle est bien un jeun, le diagnostic avec le type de fracture, le côté de la fracture, le grade et la zone de complication, dire d'appeler l'anesthésiste, et après, il y a des comptes génériques, être communicateur, transmission claire, concise et ciblée au senior. Alors, je réponds aux questions. Amira, les écoles de la fac sont donc des entraînements? Oui, qui compteront du coup pour le CCC. Amy, combien de temps par session d'écos a-t-on temps pour réfléchir avant de commencer? Une session d'écos, c'est 7 à 10 minutes. Et vous avez en général 1 minute pour lire les consignes sur la porte avant de rentrer. Donc ces écos vaudront au total, pour les 10 écos, 30% de la note du classement. Est-ce que c'est clair pour les écos? Alors pour info, ça on l'a fait faire à des D4. Hein. La plupart réussissent bien, mais en fait, ils font tous des petites erreurs. Donc ça montre que on oublie des choses. Notamment, il y avait beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui oubliaient de demander si était à jeun. Pas de questions? J'enchaîne très rapidement sur le parcours. Donc le parcours, ça compte pour 10% de la note finale. Bon. Avec une saturation à 60 points maximum. Ça commence dès le moment où vous rentrez dans l'enseignement supérieur. Donc dès le moment où vous êtes en post-bac, tout ce que vous avez fait compte. Ce qui est nécessaire pour valider les années ne compte pas, et c'est la faculté qui va collecter votre parcours et qui va donc compter du moment où vous rentrez en post-bac jusqu'à la fin de votre 6e année, des moments où toutes les épreuves sont passées. Alors, on peut regarder un petit peu, mais si vous avez validé une lieu d'engagement, c'est 40 points. Si vous êtes au réserve opérationnel, comme le service de santé des armées, c'est 40 points aussi. Un stage en Erasmus de 12 points, 60 points, etc. Je ne vais pas tout développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas intéressant. En fait, c'est extrêmement rapidement saturable. C'est-à-dire que si vous êtes dans le BDO de votre fac, vous avez déjà 40 points, en fait. Si vous êtes au tutorat, vous avez déjà 40 points. Donc avec 40 points, vous avez un niveau de langage C1 par exemple. Voilà, vous êtes 60 points. Donc commencez pas à faire une espèce de course aux points pour remplir votre parcours. Naturellement, en faisant un peu ce qui vous plaît, vous allez avoir un parcours qui va être rempli à 60 points. Donc vous embêtez pas trop avec ça. Vous rajoutez pas des choses. De toute façon, ça ne dépassera pas 60 points. Ouais, tout à fait. Alors, faut le connaître parce que ça rapporte quand même des points, en fait.
Ça rapportera 1 point au lieu de 1,2, mais ça rapporte quand même des points. Donc, il faut le connaître. Pour répondre à la question de Lina, pardon. Est-ce que vous avez des questions pour ce classement, du coup, de concours, Ouais, tout à fait. J'ai une question pas. MP, cela veut-il dire qu'on doit nous-mêmes contacter l'employeur pour indiquer qu'on a travaillé tant d'heures? Oui, c'est l'employeur qui te fait un certificat. Après, normalement, sur ta fiche de paie, tu dois avoir les heures, etc. Si tu fais pas 35 heures. C'est ton contrat de travail. Bref, faut que tu prouves que tu as fait des heures. Bref, peu importe. Tu cumules les heures. C'est cumulatif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Eh ben, on va enchaîner sur la petite fiche de DPSM. Alors, si on se focalise, actuellement, on est là. On est début juillet et là, on va attaquer les vacances. Alors moi, ce que j'avais fait à l'époque et ce que je conseille de faire, c'est profiter de ces 2 mois pour vous remettre à jour en sémiologie, physiologie et anatomie. Ces 3 éléments qu'on a tendance à délaisser et qui sont extrêmement importants pour l'EDN et qui vont être encore plus importants pour l'EDN qu'ils n'étaient pour l'ECN. Parce qu'on va vous poser maintenant beaucoup de questions de sémiologie, de physiologie et d'anapathie. Encore plus avec les zones à pointer, encore plus avec les key feeder answers, etc. Donc c'est très important de vous remettre à jour là-dessus et de refaire un point sur la sémio. Alors soit avec vos cours de fac, si vous estimez que c'était bien, sinon il y a des bouquins qui sont très bien. Par exemple, pour la sémiologie, moi j'utilise le MacLeod. Je vous le mets dans le chat. C'est un très bon bouquin qui est relativement court, qui est en français, qui a été traduit en français. Ah, je n'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à écrire dans le chat, je ne sais pas pourquoi. Peu importe. Bon, MacLeod, MACLEOD, MacLeod. Profitez-en. Et puis, bien sûr, ça me paraît logique de le dire, mais pas toujours, prenez des vacances. Prenez-vous minimum 15 jours de vacances. Et quand je dis des vacances, c'est vraiment des vacances sans collège, sans cours, sans rien. C'est des vacances, vacances. La deuxième période, ça va être vos partiels. Et il faut profiter de cette période de révision des partiels pour commencer à développer votre propre méthode. C'est-à-dire qu'il va être très important de très vite trouver une méthode de travail qui vous convient, pour laquelle vous êtes à l'aise, pour laquelle vous retenez les choses. On va en voir plusieurs possibles après, mais évidemment, chaque méthode dépend de chaque personne. Et évidemment, prenez des vacances. Une petite semaine à Noël ou 10 jours, faites-vous Noël avec la famille, Nouvel An entre potes ou en famille, faites ce que vous voulez, bref, prenez des vacances. Et quand je dis vacances, c'est sans collège, sans cours, sans rien. La troisième période va commencer et vous allez avoir encore des partiels. C'est là que ça va commencer à devenir difficile parce qu'il va falloir commencer à réviser les partiels tout en commençant à penser très fortement à l'EDN. C'est-à-dire que malheureusement, le fait que l'EDN soit avancé de quasiment 1 an, on va dire 8-9 mois, pour vous, fait que vous devez commencer à travailler ce concours 9 mois avant vos prédécesseurs. Et il ne faut pas perdre de temps. Donc clairement, dès janvier 2023, il faudra commencer à travailler très fortement l'EDN. Alors si vous avez commencé avant en vous entraînant avec des conférences par exemple, c'est mieux. Mais il faudra surtout soit continuer, soit démarrer au plus tard ici. Donc commencez à bien vous entraîner, faire plusieurs dossiers, bien voir toutes les modalités qu'on a vues précédemment et vous entraîner à ces modalités. Bien commencer à revoir les connaissances que vous avez déjà vues pour pas les oublier, etc., etc. Tout en même temps révisant vos partiels. Je pense que ça va pas être la plus compliquée pour vous en termes d'apprentissage. Et comme toujours, prenez-vous une petite semaine de vacances. La dernière période, qui va être, on va dire, l'été 2023, ça va être d'anticiper la suite, donc vos partiels de TFSM2,
mais aussi vous remettre à jour. C'est-à-dire que si vous avez vu le collège de cardiologie en fin de troisième année de médecine ou ici au tout début, bah, c'est peut-être bien de refaire un tour dessus pour rester toujours au maximum à jour de vos connaissances et attaquer la D3, qui sera l'année du coup de l'EDN, on va dire, de façon la plus complète possible. Donc si on reprend, et puis évidemment des vacances, toujours. Si on reprend la période numéro 1, où on est actuellement, il faut revoir sémio, physio, anal. Vous devez devenir très bon en sémiologie, bon en physiologie et très bon en anatomie. Commencez à jeter, si ce n'est pas déjà fait encore, un coup d'œil au collège. Vous allez voir que entre un collège où c'est un bouquin écrit et vos cours de fac, c'est totalement différent. Et commencez à vous dire, OK, comment je vais travailler ça? Testez des choses. Si ça va pas. Soit votre méthode, ça peut être, je prends le collège, je ne lis que le collège et ça me suffit amplement. Soit j'ai besoin de faire des fiches à côté pour apprendre et puis les relire plus tard. Ou alors, je lis le collège et en même temps à côté, je vais lire des fiches toutes faites. Martingale, Codex, etc., etc., peu importe. Vous voyez aussi votre façon de travailler. Il y a des gens qui vont lire plein de fois les collèges, mais ils vont les lire, c'est-à-dire qu'ils vont les lire un peu comme ils lisent un livre, et puis ça va s'imprégner au fur et à mesure. Et des gens qui vont passer peut-être 2 heures sur un item, mais qui vont l'apprendre par cœur. Trouvez votre méthode. Et commencez à regarder un petit peu ce qu'on a vu, c'est TCS et KFP, etc. Voilà, commencez à vous dire, OK, je démarre, il faut que je démarre sur des bonnes bases. Donc, il faut que j'ai mon triptyque, sémio, physio, anat, OK, et que je commence à me dire comment je vais travailler, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi. Trouver sa méthode, c'est ce qui peut être très long, mais c'est un temps à prendre pour être plus performant après. Période 2, donc révisez vos partiels, commencez un peu les entraînements. Alors moi, voilà, 80-90% de cours, 10% d'entraînement. Et notamment s'entraîner à ces nouvelles modalités, KFP, TC, etc. Et vous prendre une semaine de vacances à Noël, jour de l'an, comme on a dit. Période 3, ça va être le moment où vous allez commencer à engrainer beaucoup de connaissances et vous allez commencer à faire des liens. Il faudra du coup, en regard, augmenter le nombre d'entraînements. Et je vous conseille de commencer à faire des concours blancs. Pas pour vous classer, aucun intérêt des classements, mais pour vous entraîner au déroulé des épreuves, c'est-à-dire à gérer le stress, à gérer la fatigue, etc., etc., de façon à être le plus optimisé pour le vrai EDN. C'est comme un marathonien. Un mec qui fait des marathons, eh ben, avant de faire son premier marathon, il a déjà couru 40 km tout seul. Il s'est déjà entraîné avant. Eh ben, vous, c'est pareil. Avant d'arriver à l'EDN, le vrai EDN, il faut faire plusieurs examens blancs pour entraîner votre corps et votre esprit à pouvoir gérer 4 sessions d'épreuves qui sont longues, qui vont enchaîner plusieurs DP différents, nécessitant une plasticité intellectuelle. Plus vous en avez fait, plus le jour J, vous serez apte à le gérer. D'accord? Et l'été, entre DFSM1 et DFSM2, continuez à réviser cet en fonction de vos partiels, remettre un coup de frais sur les connaissances. Par exemple, ce qui a fait il y a longtemps, les connaissances fragiles, ou alors si un collège a été mis à jour récemment et qu'il faut probablement le refaire. Ne pas hésiter à prendre des semaines de vacances. Alors, en attendant que les nouvelles modalités d'entraînement soient disponibles, je vous conseille de faire au moins des QCM pour vous habituer à ça et au format dossier progressif, qui est un format particulier, hein, vous allez voir. Mais aussi, l'entraînement, ça sert à ancrer vos connaissances. Donc, même si vous n'avez pas encore toutes les modalités développées sur les plateformes, faites-en quand même. Ça sera jamais du temps de perdu. Pour les sources de connaissances, il y a 2 sources essentielles, les collèges et les fiches LISA. Alors, les fiches LISA, c'est vraiment des résumés de résumés, mais les collèges font foi. Et c'est les collèges que vous devez lire en premier à mon sens. En plus, si vous le désirez, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez compléter vos connaissances ou les comprendre avec les KB. Alors moi, je suis pas un grand fan des KB, sauf un ou deux qui sont très bien, comme celui d'orthopédie, parce qu'ils sont en général hypertrophiés. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment prendre beaucoup trop de connaissances au détriment de l'essentiel.
Le CN en fiche, on a un très bien, celui d'hématologie. Il est très, 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 très bien et il complète très bien le collège. Lui, je vous le conseille. Sur les autres, peu importe. Et après, les fiches, si vous aimez ça, ça peut vous aider. Je ne suis personnellement pas un grand fan de fiches parce que je trouve qu'on perd un peu l'essence du collège et de la réflexion qu'il y a dedans et des connaissances. Mais je sais qu'il y a de très bonnes fiches, les gens qui utilisent, ça marche très bien. Voilà, avec Hermès, on en parlera après, mais vous avez accès par exemple aux fiches de la martingale gratuitement, toujours cette prix. Pour les entraînements, moi je vous conseille très fortement une conférence. Alors si c'est pas Hermès, peu importe, enfin peu importe. Si, ça importe un peu quand même pour nous, mais c'est pas au-delà de la marque. Ce qui compte, c'est l'entraînement hebdomadaire avec des jalons. C'est-à-dire que aller en conf, c'est vous obliger une fois par semaine à vous entraîner. C'est votre moment qui est dédié à ça. Vous n'avez pas le choix, faut y aller. Donc vous y allez. En plus de ça, vous allez voir que il y a des moments où quand on passe ses journées à la BU, on est un peu isolé et aller en conf, voir des gens quand les confs sont présentiels, ça fait aussi du bien. Toutes les conférences en général à Hermès sont plutôt bonne ambiance. On n'est pas sur des conférences avec un mec barbu de 90 ans qui vous fait un cours barbant. On est là sur quelque chose qui est interactif où les conférenciers sont en général plutôt bienveillants et essaient de distiller de la bonne humeur. Donc je dis pas que c'est un moment de festif, mais c'est un moment qui est pas désagréable normalement. Et surtout, vous allez pouvoir interagir avec quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer les choses. Et en général, un acteur qui est beaucoup plus proche de vous, parce que c'est un interne ou un jeune chef, quelqu'un qu'on peut tutoyer, quelqu'un qu'on peut discuter facilement. Après, il y a ces banques de questions, donc il y a UNES par exemple, il y a ecni.fr, etc., qui vont permettre, eux, de faire beaucoup de questions en peu de temps. C'est vraiment des binge QCM, ce que j'appelle. C'est-à-dire que ça permet de faire beaucoup, beaucoup d'entraînement et donc d'acquérir beaucoup d'expérience. L'idée, c'est pas tant de se confronter au dossier typique avec le conférencier qui vous explique comment on raisonne, comment, etc. Mais c'est plus vous entraîner à gérer des QCM, à comment les faire et à apprendre en termes de connaissances. Il faut toujours privilégier les QCM avec correction. S'il n'y a pas de correction, ça sert absolument à rien. Attention, et j'insiste dessus. Je sais que j'ai bien insisté, mais il vaut mieux deux fois qu'aucune. C'est que vous commencez plus tôt le DN. Donc, il faut commencer plus tôt les entraînements par rapport à vos collègues des années supérieures. Donc, vraiment, ne négligez pas les entraînements, ne négligez pas les conférences et ne vous dites pas que parce que le nombre de connaissances, le volume de connaissances a diminué, ça va être plus facile. C'est faux. Ça restera un concours et un concours, qui soit facile ou dur, c'est un concours. Il faut être meilleur que les autres. Quand on prend le CEN de 2021, les DP étaient très faciles. Et ça n'empêche pas les gens d'être mal classés. D'accord? Donc pas parce qu'il y a moins de connaissances à acquérir que les entraînements sont moins pertinents. Au contraire, parce que la différence se fera pas sur les connaissances, mais sur les modalités de réponse à ces connaissances, la docimologie. Et ça, c'est en l'apprenant, c'est en s'entraînant qu'on apprend à être très bon là-dessus. Donc c'est la méthode qui va jouer aussi, et pas que les connaissances. Optimisez votre entraînement. Quand vous voulez vraiment vous entraîner, faites-le dans des conditions proches de l'EDN. Donc, les DP, n'en faites pas un par-ci, par-là de cette question, ça sert à rien. Faites une session de DP, faites-vous des vrais DP. 7, 8 dossiers à la suite, comme à l'EDN. Il faut absolument entraîner votre cerveau à s'habituer à switcher d'un dossier à un autre. Vous allez voir, c'est très compliqué de passer d'un dossier de cardio à un dossier de neuro, puis d'orthopédie, puis d'hématologie. C'est différent, c'est des patients différents. Il faut apprendre à faire table rase du dossier précédent pour en commencer un nouveau et pas confondre les patients, etc., etc. Et c'est plus compliqué que ça en a l'air. Surtout que, imaginons que vous avez raté un dossier, le dossier suivant, en général, vous l'attaquez pas sereinement. Et ça s'apprend aussi de gérer ses erreurs, de gérer la réponse qu'on n'a pas mis. Et ça, c'est en vous entraînant, c'est en apprenant à faire, OK, dossier suivant, que vous allez pouvoir performer là-dessus. Pareil pour les QI, il faut les faire en série, il faut enchaîner plein de QI à la suite. Ça sert à faire un QI par-ci, par-là. Et pareil, la LCR, on dit c'est 10% de notre l'EDN, c'est important. Donc, essayez de faire un type de LCR. Alors, peut-être pas toutes les deux fins au début, mais en tout cas, on va dire en deuxième partie de D3, fin de D3, deuxième partie de D2, fin de D2, pardon. Un article tous les 15 jours, ça me paraît
un bon nombre. Les concours blancs, je vous l'ai dit, il faut absolument en faire dès la deuxième partie de votre D2. On s'en fout du classement. C'est juste pour les deux conditions de l'EDN, pas de l'ECN, excusez-moi. Je coche ensuite la faute de frappe. Pour s'habituer à la gestion du stress et de la fatigue, et surtout, faites ceux qui sont gratuits. N'allez pas payer pour des concours blancs en D2. D3, faites ce que vous voulez, mais en D2, il faut pas. Et entraînez-vous dès que vous le pouvez aux nouvelles modalités. Ne perdez pas de temps. L'erreur que font souvent les étudiants, c'est de se dire, si je fais plein de fois le cours, si je suis bon sur le cours, eh ben, je vais être très bon à l'EDN, à l'ECN. C'est pas vrai. On peut être très bon sur le cours. Si on ne s'est pas suffisamment entraîné, on ne sera pas au taquet. Parce qu'on va apprendre à comprendre ce que demande tel universitaire quand il pose la question. On va apprendre à comprendre ce qui est important à cocher, à pas cocher, etc. Encore une fois, hein, c'est comme si vous vouliez attaquer un marathon alors que vous n'aviez fait que du 100 mètres haies. Vous êtes peut-être hyper performant sur le plan sportif, mais si vous n'avez pas entraîné la modalité exacte que vous allez passer, vous ne serez pas bon. Donc, il faut vraiment vous entraîner beaucoup. Et j'insiste beaucoup dessus. Une petite diapositive sur le choix de stage. Il n'y a pas de règle d'or pour les stages. Moi, je vous conseille de ne pas les négliger parce que on l'a vu avec les TCS, avec les KFP, on va vous demander d'affiner votre sens clinique. En plus de ça, les écosses comptent pour le concours et les écosses, c'est en stage que vous allez travailler principalement. Donc, ne négligez pas ces stages. Après, je vous conseille d'éviter les stages qui s'appellent sans valeur ajoutée, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de l'EDN. Par exemple, je prends ça comme exemple, mais c'est totalement aléatoire, hein. Un stage en chirurgie plastique vous apportera peu de connaissances pour l'EDN comparativement à un stage de chirurgie orthopédique, par exemple. Vous aurez une procédure chirurgicale, on vous apprendrait la procédure de chirurgie des patients, mais vous apprendrez en plus du col du fémur, la luxation, le machin, etc. Ou alors, dans une spé qu'on ne se projette pas. Par exemple, si vous voulez faire chirurgien plastique, mais allez-y, hein. Ça, vous faites-vous plaisir, passez-y. Par contre, si vous voulez pas faire chirurgien plastique et qu'en plus, ça apporte pas beaucoup pour l'EDN, c'est pas le choix à faire en numéro un. Évitez aussi les stages avec mauvaise ambiance. Je sais que parfois, on veut passer en stage de cardio parce que c'est de la cardio et qu'il faut, mais si c'est une mauvaise ambiance et que vous sortez défoncé du stage, c'est pas forcément intéressant non plus. Faites-vous un peu mal. C'est-à-dire que si vous êtes mauvais dans une spécialité, essayez d'y passer pour être moins mauvais, pour même devenir bon. C'est important. Faites-vous aussi plaisir. Vous vous formez pour vous. Et on parle toujours de concours, mais on parle pas assez de la formation de l'étudiant pour lui-même. C'est-à-dire que vous avez choisi de faire médecine, ça ne doit pas devenir un sacerdoce. C'est-à-dire que si le stage de chirurgie plastique qui vous fait plaisir, vous avez envie de le faire, mais allez-y. Faites-vous plaisir, profitez, prenez plaisir à faire ce que vous faites. Ne faites pas tourner toutes vos études et toute votre vie sur un concours. Même si je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais plus vous serez, entre guillemets, dans l'apprentissage plaisir, plus vous serez performant en plus. Voilà, bon, les stages, j'ai déjà dit, c'est important. Je vous propose ici un petit exemple de semainier pour vous aider un petit peu à vous organiser. Ça dépend de si vos stages sont en journée complète, si vos stages sont en demi-journée. Mais grosso modo, vous voyez, on répartit un petit peu moitié stage, moitié révision et toujours un temps dédié au QCM ou au repos. Si vous travaillez pas un soir ou deux par semaine, c'est pas grave. On est bien clair. Les week-ends, vous avez le droit de faire la grasse mat. Bon, grasse mat, c'est pas 13 heures, hein. C'est plus une grasse mat, c'est un coma. Mais voilà, et reposez-vous. C'est les gens qui disent je bosse 15 heures par jour, etc. C'est des mythos, hein. C'est pas vrai. Si vous travaillez en tout et pour tout dans la journée 8 heures efficacement, vous êtes déjà des machines de guerre, hein. Quand je dis 8 heures, je compte les stages, hein. Donc si vous faites 10 heures avec les stages par exemple, vous êtes très bon. Et après, il y a le temps que vous travaillez efficacement et le temps de travail total. Si vous travaillez 12 heures, mais 4 heures sur votre téléphone portable à regarder les mêmes sur nos sheets externes versus 6 heures hyper concentrées sans qu'une mouche qui vole vous déconcentre, eh ben, ce sera pareil en termes de qualité. Surtout, ne négligez pas votre qualité de vie. Les études de médecine sont dures, on sait qu'elles sont un peu maltraitantes, mais c'est pas pour ça que vous devez vous faire maltraiter. Votre qualité de vie doit prédominer.
Donc, faites des pauses. Et des pauses en dehors de la médecine. Si vous avez des potes non médecins, c'est encore mieux. Ça, vous sortez avec eux et vous aidez de parler de médecine le soir. Ces pauses, elles doivent être régulières, mais c'est comme tout maîtriser. Si vous sortez tous les soirs au bar, c'est pas terrible. Dormez et mangez. Prenez le temps de cuisiner, prenez le temps de faire à manger des choses qui sont bonnes et équilibrées. Commencez pas à faire du Uber Eats tout le temps. Ça sera pas très agréable. Si vous êtes plutôt du genre sociable, travaillez à plusieurs. N'hésitez pas à vraiment travailler avec des potes avec qui vous tendez bien et qui bossent bien aussi. Ça vous aidera à vous motiver. Moi, j'avais un groupe de potes et en fait, on travaillait à la BU ensemble, ce qui fait que quand il y en avait un qui était motivé, il se levait plus tôt, il prenait les places à la BU et du coup, on était obligé d'y aller, on se sentait obligé d'y aller, du coup, on se levait, on se bougeait nos fesses. Et puis à un autre moment, c'était moi, etc. Et se projeter, vous allez voir, bon, ça c'est plutôt pour l'année prochaine, mais quand vous en aurez ras-le-bol, projetez-vous, faites-vous un listing de ce que vous ferez après le DN, faites-vous des vacances. Juste une petite slide avant de répondre à la question de Mathéo sur le coaching. Euh, à Hermès, il y a un coach, c'est moi en fait, c'est pour ça que je suis le compte de dos, qui est là pour répondre à vos questions sur la méthodologie, des conseils d'orientation, etc. Donc j'ai un mail, je réponds très vite au mail. Il faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions de méthodo, des questions qui vous viennent à l'esprit, ou si à un moment donné ça va pas. Enfin, je veux dire, si vous savez pas et que vous savez pas à qui en parler, vous pouvez très bien m'envoyer un petit mail, on s'appelle. C'est bien sûr tout ce que vous me dites fait partie du secret professionnel, bien sûr, évidemment. Alors, je suis pas psychologue, que ce soit bien clair, mais voilà, si à un moment donné, il y a un souci, quelque chose que vous savez pas du tout, ça vous a pas à apprendre, ça vient un petit moment où vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis on se fait une petite session de discussion rapidos et puis ça va aller. Mais sinon, pour vos questions, méthode, conseils, orientation, n'hésitez pas. Je réponds à Mathéo, quand on a un stage en journée complète, c'est difficile au début de bosser ses cours, non? On s'habitue vite. Alors, on s'y habitue. Ce qu'il faut, c'est faut pas être trop gourmand. C'est-à-dire que si tu es en stage jusqu'à 18 heures, que tu rentres à 18h30, si tu bosses, par exemple, de 20h30 à 22h30, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est 2 heures. Ça paraît peu, mais c'est 2 heures de prix. Il faut pas vouloir en faire trop. Juste pour terminer la partie offre chez Hermès. Donc, Hermès, c'est une conférence nationale qui, grosso modo, actuellement, a les meilleurs résultats en termes de majors. C'est-à-dire qu'on est, je crois, on est à 8 ou 9 majors en 10 ans. Enfin, beaucoup de majors ont fait Hermès. Alors bon, peu importe. Après, il y a d'autres conférences qui sont très bien aussi, hein. Mais c'est une conférence qui a montré ses preuves en termes de résultats. Et surtout, c'est une conférence que j'apprécie personnellement parce qu'elle est bienveillante. En fait, moi, si je bosse à Hermès, alors c'est enregistré, donc ils vont écouter, mais bon, peu importe, ils le savent déjà, c'est parce que les étudiants sont vraiment mis en avant. Ça, c'est plutôt agréable et les conférenciers sont en général plutôt chill, plutôt cool. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à avoir vos objectifs du mieux possible. C'est une conf qui est nationale, donc en fait, vous avez accès aux conférences partout en France, soit en présentiel dans les villes en rouge, soit si vous n'avez pas de présentiel, vous avez des conférences comme là, des vidéoconférences en live. Ce sont les mêmes conférences et les mêmes conférenciers. C'est-à-dire que si la conférence en ligne, ce sera la même conférence que la conférence en présentiel à Toulouse ou à Montpellier, etc. Pareil, il n'y a pas de différence entre les villes. C'est les mêmes conférences pour chaque ville. Euh, Après, choisissez. Si vous avez le choix entre conférence présentielle ou en live, choisissez. Il y a des avantages dans les deux cas et des inconvénients dans les deux cas. Tous les packs comprennent, en plus des conférences, les replays des conférences. C'est-à-dire que si vous avez fait la vidéoconf médecine interne à un moment donné, vous aurez le replay 24/24 qui sera disponible. Et tout est disponible si vous inscrivez l'année prochaine, évidemment, jusqu'aux échos. Hein. On s'arrête pas à l'été de votre D3, quoi, par exemple. Il y a des concours blancs, il y a les PDF de cours, il y a les fiches La Martingale, sur le coaching, vraiment bonus. Enfin, je vous laisserai retrouver tout ça sur le site, mais vous avez accès aux conférences, mais aussi à tout ce qu'il y a à côté, fiches, replay, coaching, etc., etc. Les inscriptions, bon, elles sont ouvertes, je ne fais pas de détails, vous allez sur le site d'Hermès et vous regardez ce qui vous plaît. Alors, les Eden blancs sont dans le pack conférence, les masterclass, non, mais il y a un pack masterclass.
les masterclass, je vais en parler un tout petit peu après. Là, ces masterclass, c'est donc des sessions de 4 heures où les conférenciers de spécialité vont reprendre l'ensemble des items de la spécialité pour vous les expliquer. C'est un peu comme un cours en mode focus, un cours commando. On va dire, OK, l'item lupus, voilà ce que vous devez comprendre et savoir pour réussir les questions de lupus à l'EDN. Ces masterclass, il y a soit un pack de 20 masterclass pour 20 spécialités, soit vous pouvez les acheter à la carte. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux absolument faire la conf de médecine interne parce que Kevin Chevalier, franchement, il a une super voix. Et ben, vous pouvez payer la conf de médecine interne. Je ne suis pas payé à la masterclass, hein. Voilà. C'est les dimanches de 10h30 à 15h avec une pause d'une demi-heure en général vers 13h pour manger un bout. Donc, voilà. Vous avez des packs, c'est 30 à 60 conférences, soit en présentiel, soit en live. Vous avez plusieurs packs, donc tout ce qui va vous correspondre. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses qui peuvent vous aider? J'ai volontairement fait court parce que j'ai pas non plus 10 000 trucs à vous dire. Mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'espère vous avoir surtout appris des choses et vous avoir rendu la D2 un peu plus claire. Alors, est-ce que les conférences AMED abordent les points basiques qui ne sont pas clairs dans les référentiels, surtout les cas difficiles? Les conférences Hermès ont pour philosophie de tout balayer. C'est-à-dire qu'on va reprendre les dossiers des bases jusqu'au point un peu touchy. Donc, on balaye tout normalement. Alors, la différence entre 60 et 30-60 conf, combien d'items vus balayés par conf? Ça va dépendre, pour répondre à ceux qui m'ont envoyé le MP, de la spécialité du conférencier. Par exemple, si tu prends des conférences de pédiatrie, tu vas balayer beaucoup plus d'items par conférence, parce qu'il y en a beaucoup, alors que si tu prends une conférence de médecine interne, par exemple, tu as moins d'items à traiter, et donc tu vas faire moins d'items en autant de dossiers. Donc c'est très 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 différent. 60 conf, ça permet de vraiment tout voir. 30 conf, ça permet de tout voir, de voir la moitié, les trois quarts des connaissances en D2 et le quart ou la moitié restante, avec un peu de redite bien sûr, en D4. Quand je dis redite, hein, c'est pas le même dossier, c'est un autre dossier mais sur le même item. Donc là, ça dépend comment vous voulez travailler. Si vous voulez un travail plutôt intensif, 60 conf, c'est bien. Vous allez voir plein de choses, mais il faut suivre le rythme. Si vous êtes un peu plus frileux, 30 conférences, c'est déjà ça de fait. Alors, on ne sait pas encore l'ordre des matières. Vous aurez bien sûr le planning en avance, ce qui est par contre un peu à la fois logique et un petit peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas se calquer sur vos apprentissages de fac. Alors, je réponds aux autres questions. Est-il obligé de faire des EDN blancs, compris l'abonnement, si le rythme est lourd à suite de la fac? Non, rien n'est obligatoire. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même les faire en un deuxième temps, les EDN blancs. Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en stage toute la journée, vous pouvez très bien les faire après. Il n'y a pas de souci. D'après vous, à partir de quelle année ce médecine est-il intéressant de juste s'inscrire à Hermès? Alors, on peut dire tu, pas vous, sinon je vieillis. Mais c'est difficile à répondre parce que avec la réforme, comme vous passez le DN plus tôt, je pense qu'il faut commencer tôt. Et je pense que commencer en D2, ça ne peut que vous apporter des choses. Ça prend un petit peu de temps, mais au final, ça vous prend 2h30 par semaine, plus, on va dire, 1h30 pour faire les DP, ça prend 4 heures par semaine. Et c'est 4 heures où vous allez apprendre, dans tous les cas. Là où ça va vraiment devenir encore plus intéressant, c'est en D3, bien sûr. Vous aurez les connaissances et vraiment le mood EDN. Donc, grosso modo, si votre but, c'est de réussir en mettant tout le temps de votre côté et de commencer le plus tôt possible, dès la D2, c'est pas mal. Même si ça va être difficile. On va en parler un tout petit peu après, parce que j'ai vu plein de questions après. Alors que si vous avez moins l'angoisse de performance ou envie d'accéder à une spécialité qui peut être moins compétitive, peut-être commencer que en D3. Mais bon, si vous voulez ma réponse, moi j'aurais commencé en D2. Moi j'aurais commencé en D2. Et tu alors, tu penses pas que ça peut être déstabilisant d'avoir par exemple des comptes de l'amato au S1 de D2 si on ne la voit pas avant le S2 ou le D3?
enfin d'avoir des comptes d'yeux qu'on n'a jamais vus. Alors moi, ça m'arrivait quand j'étais externe d'avoir des conférences sur des choses que je n'avais pas encore vues. Alors ce que j'essayais de faire, c'est qu'en général, les conférenciers donnent les items. Donc si j'avais le temps, j'essayais de lire au moins les items avant de faire la conférence. Et sinon, j'essaie de répondre avec mes connaissances et vous allez être surpris des connaissances que vous savez déjà, même sans avoir fait des items. Et au pire des cas, normalement, les conférences vous apprennent des choses et les conférenciers s'adaptent à ce que vous avez fait ou pas fait. Donc, on en ressort toujours avec des choses. Alors, en quoi les packs EDN blancs sur un mess sont-ils judicieux pour cette année si on n'a pas encore les connaissances? Alors, prendre les EDN blancs tout seul cette année aura peu d'intérêt. Par contre, comme ils sont inclus dans les packs de conférences, vous pouvez les faire en plus des conférences. C'est inclus donc vous ne payez pas plus pour ça. Est-ce que c'est quand même qu'il est en compte, n'a pas fait le temps de faire le collège concerné, donc j'ai répondu du coup juste avant. Est-il préférable de bosser le collège un par un ou bosser deux par deux d'intérêt pour multiplier les notions? Alors moi, je pense qu'il faut les bosser un par un, surtout au début. C'est plus simple. Après, il y a des gens qui en bossent deux à la fois, mais plus pour alterner entre un collège qu'ils aiment pas et un collège qu'ils aiment bien. Mais sinon, moi, je pense qu'il faut les faire un par un pour rester vraiment focus. Si on fait de la cardio, on fait de la cardio. Au moins au début, à mon sens. En D1, Hermès, D1, alors D1, c'est la troisième année de médecine, nous sommes bien d'accord, Aurélia. Si c'est la troisième année de médecine, non, je ne conseille pas. Je pense que commencer en quatrième année de médecine, c'est déjà bien. Et qu'il vaut mieux plus, si vous apprenez certains référentiels dans certaines facs dès la D1, profitez-en pour travailler votre méthodologie. Plutôt, à mon sens. Vic, des conseils ou des références pour réviser l'anatomie et la physio. En anatomie, je pense que le Graze est largement suffisant pour vous aider. Ce que je vous conseille, c'est de l'avoir toujours un peu à côté de vous quand vous révisez vos collèges pour regarder un petit peu en plus. Et pour la physiologie, il y a un bouquin qui est très bien, mais qui est un peu complexe, qui est le Vander, Vander. Sinon, vous pouvez simplement reprendre vos cours de fac, hein. Pour la note et la physio, en général, ça suffit. Et la simio, je vous conseille très fortement le MacLeod, qui est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et il se lit très, très, très bien. Je le relis régulièrement et de temps en temps, je le montre quand je suis avec les externes en stage, on le reprend ensemble pour revoir l'examen des patients ensemble et tout. Et en général, ça marche plutôt pas mal. KB, je conseille pour l'orthopédie. Éventuellement, il peut aider un peu à comprendre l'endocrino, mais je trouve qu'il est trop fat en endocrino. Sinon, pour le reste, je le conseille pas forcément. Je suis pas un très grand fan des KB. Genre en cardio, je sais qu'il est très bien, mais il est hyper complexe, il est hyper gros, et je pense que le collège se suffit à lui-même. À la limite, les KB, ça peut être bien de les emprunter à la BU, en plus du collège, genre si vous comprenez pas un item. En fait, un item, vous dites, je comprends pas la physiopathie, je comprends pas ce qui se passe. Vous empruntez le KB à la BU, et vous lisez l'item à côté pour éventuellement comprendre et compléter. Mais pour moi, le KB ne doit pas être votre source principale d'apprentissage. Les collèges doivent rester la source numéro un. Et on voit quand même beaucoup de dossiers. Alors, à l'ECN, parce que, de toute façon, il n'y a que l'ECN qui est sorti, beaucoup de dossiers où vraiment le DP est calqué sur l'item du collège. On voit que le mec a fait le DP avec le collège sur les genoux, quoi. On m'a demandé si en temps d'entraînement, en plus des confs, les plateformes de type TEIA suffisent. Oui. C'est exactement le genre de plateforme dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de Binge QCM. TEIA, ECNI.fr, UNES éventuellement quand ça sera à jour. Mais oui, c'est très très bien, ce genre de plateforme. Mais elles sont très bien pour engranger beaucoup de QCM. Mais je pense que pour apprendre la réflexion, pour vraiment avoir un interlocuteur privilégié et pour vraiment apprendre la façon de répondre de façon consensuelle et clé à un type de dossier, un type d'item, les conférences avec un conférencier vidéo ou présentiel sont vraiment un atout en plus. En toute objectivité, hein, évidemment. Je serai toujours objectif, hein. Moi, je suis pas rémunéré pour le nombre d'étudiants inscrits à MSA, donc je serai toujours, toujours, toujours objectif avec vous.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a un petit peu éclairé sur la DFSM1? Oui, alors très bonne question pour la méthode live présentielle selon moi. Alors, tutoyez-moi s'il vous plaît. Le live, l'avantage du live, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer. Et comme les conférences sont dans les villes non parisiennes, même à Paris, les week-ends en général, bah, ça vous permet de rentrer en famille éventuellement tous les week-ends et vous prenez vos 2 heures et demie de conférence, vous branchez l'ordinateur et puis vous suivez votre conférence. Ça, c'est l'avantage de la flexibilité de participer à ces conférences. Le désavantage, à mon sens, c'est que on est beaucoup moins attentif, ça a été démontré dans plusieurs études, hein, on est beaucoup moins attentif quand on a un enseignement en distanciel par rapport au présentiel. Et ça a vraiment été démontré dans plusieurs études, notamment du New England et de Nature récemment. C'est qu'en plus, l'interaction avec le conférencier en live, elle existe via le chat, comme on fait actuellement, mais elle est beaucoup moins facile qu'en présentiel. Forcément, en présentiel, on se voit, on pose des questions directement et puis c'est sympa. Et il n'y a pas ce côté sortie. C'est-à-dire que l'avantage des cours présentiels, pour moi, c'est on y va avec les mecs de ma promo, de votre promo, donc on y va en général à plusieurs entre potes. Ça permet aussi de sortir un petit peu, de voir des gens, de discuter un peu et d'avoir un peu entre guillemets une sortie pédagogique, quoi, si je puis me permettre. Et puis vous ratez en général les petites blagues du conférencier et ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, après vous faites comme vous le voulez, hein, c'est clair et net. Est-ce que les conférences restent-elles disponibles après pour visionner? Oui, elles sont disponibles pendant tout votre abonnement et si vous prolongez en D3 jusqu'après le DN, bien entendu. C'est-à-dire que en D2, vous prolongez en D3 si vous le voulez, et en D3, ça reste accessible jusqu'à l'EDN. Ça s'arrête pas au mois de septembre, quoi. Aussi bien en vidéo que les conférences. Vous verrez les conférences en fait, pour si vous en faites, c'est des dossiers comme sur UNES, hein, donc c'est des dossiers en ligne que vous pouvez télécharger en PDF et vous pouvez télécharger en PDF les questions et à côté les questions corrigées. Et en plus, vous avez les vidéos de la conférence. Donc vous avez vraiment tout pour refaire les conférences si vous désirez les refaire à côté. En plus des mails des conférenciers, bien sûr, pour les contacter si besoin, etc., etc. L'idée, hein, c'est vraiment de vous accompagner pour essayer de vous aider au mieux à avoir ce que vous désirez avoir. C'est vraiment ça l'idée. Ça vous a aidé à mieux comprendre la DFSM2 et ce concours? C'était plus clair? Tout à fait, Marine, oui, tout à fait. En définitive, vous aurez toujours accès au contenu des deux, bien sûr. Bon, bah écoutez, super. Si c'est plus clair pour vous, c'était l'outil numéro un, c'est de rendre la réforme claire. Et surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si besoin, s'il y a d'autres questions qui vous viennent ou une problématique particulière. Je répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite du coup un bon week-end et puis peut-être à l'année prochaine pour des conférences très cool, j'espère. Bon week-end à tous.